À des milliers de kilomètres de là, le plus vaste hôpital public de Delhi. 8000 patients par jour, 3 millions par année. C'est la version indienne de l'hôpital universitaire de Genève, mais en plus grand, en plus pauvre et aussi en plus transparent. Ici, la loi permet à n'importe quel citoyen d'obtenir des informations sur toutes les recherches menées dans l'établissement. Interpellée en été 2008 par une ONG indienne, la direction de l'hôpital a donc dû révéler publiquement qu'au cours des 2 dernières années, plus de 4000 enfants ont participé à des essais cliniques et que parmi eux, 49 bébés sont décédés. Dès sa publication, la nouvelle a fait le tour de la planète. L'ONG qui a levé le lièvre a donné un large écho médiatique à l'affaire. Elle a mis en cause de grandes sociétés pharmaceutiques internationales et dénoncé l'utilisation de bébés comme cobayes humains, des enfants pour la plupart issus de familles pauvres. Dirigé par le professeur Paul, le service de pédiatrie du grand hôpital public de Delhi accueille effectivement beaucoup d'enfants gravement malades qui viennent le plus souvent de milieux très défavorisés. Ici, c'est l'oasis des pauvres. Ils peuvent recevoir un traitement à un coût très très faible, presque au prix coûtant. Vu l'état de certains petits patients, le taux de mortalité est très élevé dans le service de pédiatrie. La direction de l'hôpital réfute donc tout lien de cause à effet entre la mort des 49 bébés et les essais cliniques. L'enquête officielle lancée par le gouvernement indien confirme qu'aucun nouveau-né n'est décédé à cause des tests médicaux. Hors contexte, l'information était « 49 bébés sont morts ». Mais ce que ne dit pas cette information, c'est pourquoi ils sont morts. Est-ce à cause des essais médicaux et des médicaments? Ou sont-ils morts parce que nous menons ici des recherches pour trouver des nouveaux médicaments et des thérapies qui pourront sauver des enfants malades? Les soupçons sont infondés, totalement infondés. Ces enfants ne sont pas morts à cause des tests cliniques. Ils sont décédés alors qu'ils étaient traités de la meilleure manière possible, avec des moyens sûrs et innovants pour tenter précisément de faire baisser la mortalité dans la maladie dont ils souffraient. Quoi qu'il en soit, si la mort de ces 49 bébés a suscité tant de réactions et d'interrogations, c'est qu'elle a rappelé de mauvais souvenirs aux Indiens. Ces dernières années, plusieurs scandales ont entaché le développement fulgurant des essais cliniques qui sont devenus un vrai business en Inde. Le gouvernement rêve de doubler le chiffre d'affaires du secteur et de dépasser le $1 milliard en 2010. L'Inde ouvre donc ses portes aux entreprises pharmaceutiques occidentales qui se précipitent à Delhi, Bombay ou Bangalore pour y mener des recherches de phase 3, c'est-à-dire celles où l'on teste des nouveaux médicaments sur des personnes déjà malades. Dans cette catégorie, l'Inde offre à la fois le nombre et la diversité. Les salles d'attente des médecins et des hôpitaux regorgent de patients. Des millions de patients qui souffrent de maladies en tout genre, de la lèpre jusqu'à l'obésité. Et en plus, ces malades ont l'avantage d'être naïfs, c'est-à-dire vierges de tout traitement médicamenteux. L'Inde offre de grandes possibilités parce que l'immense majorité des malades n'a jamais eu de traitement médicamenteux. En Europe ou aux États-Unis, les gens se rendent fréquemment chez leur médecin. Ils se font donc régulièrement examiner pour voir s'ils développent, en vieillissant, du diabète ou de l'ostéoporose. Ces programmes de prévention n'existent pas en Inde, ou alors seulement pour les patients qui peuvent se les payer. Ça ne fait pas partie du système de santé indien. Dans ce sens, c'est vrai qu'ici, il est beaucoup plus facile de trouver des volontaires pour les tests. Avec l'amélioration de la réglementation, je pense qu'il va y avoir un véritable boom dans l'industrie des essais cliniques. Le développement fulgurant des essais cliniques inquiète le Dr Chandra Gulati, médecin, pharmacologue et éditeur de l'Index national des médicaments.
Ma question est simple. Pourquoi un pays comme l'Inde devrait offrir ses habitants comme cobayes? Et cela pour que le reste du monde en profite? Nous n'avons aucun intérêt à faire ça. Nous n'en tirons aucun bénéfice. Qui sont les 4 protagonistes impliqués dans les tests cliniques? La société pharmaceutique, l'hôpital, le médecin et le patient. Les 3 premiers se font de l'argent. L'industrie, l'hôpital et le médecin sont gagnants. Et le patient, lui, il est utilisé par les 3 autres pour qu'il puisse se faire de l'argent. Pendant des années, les Indiens ont loué leurs bras à l'industrie textile pour coudre nos chemises. Puis, ils ont cédé leur cerveau aux sociétés informatiques pour développer nos ordinateurs. Aujourd'hui, ils prêtent leur corps aux compagnies pharmaceutiques pour tester nos médicaments. Ainsi va la globalisation. En Occident, vous entendez toujours parler de l'Inde étincelante. On vous parle de nos marchés boursiers. On vous dit que nous sommes une grande puissance économique, que nous envoyons des satellites dans l'espace, que nous sommes une puissance nucléaire et que nous appartenons à l'élite. Mais en réalité, le fossé se creuse. À Bombay, il y a des hôtels 5 étoiles qui facturent un repas pour 2 personnes à 5 ou 6 000 roupies, ce qui correspond au salaire mensuel d'un employé moyen. Il faut se rappeler que la femme de ménage qui vient tous les jours chez vous vit dans une maison insalubre de l'autre côté de la rue. D'ailleurs, le quartier de Dharawi à Bombay est le plus grand bidonville du monde. Mon histoire est un peu celle d'un homme qui est passé du statut de simple soldat à celui de général. J'étais le directeur de Johnson & Johnson et j'ai dirigé successivement 2 sociétés du groupe, la filiale pharmaceutique et une autre branche spécialisée dans le diagnostic. Je suis resté presque 20 ans chez eux. Aujourd'hui, le général de l'industrie pharmaceutique est à la retraite. Yogendra Saprou s'est reconverti dans la défense des malades atteints par le cancer. Il dirige une puissante association de patients et ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque ses anciens collègues des grandes sociétés pharmaceutiques. Les multinationales et leurs intermédiaires, les sociétés qui organisent les tests cliniques, exploitent les pauvres, les gens qui souffrent d'un cancer ou d'autres maladies aussi. Et juste parce que ces gens n'ont pas de quoi payer leur traitement, ils n'ont pas d'autre choix que les tests cliniques. Quand ils tombent malades, ils sont si pauvres qu'ils n'ont même pas de quoi payer les médicaments. Et lorsqu'on leur propose de nouveaux traitements qui sont gratuits, les patients ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. Mais pourtant, ils donnent leur consentement. Leur consentement? Mais ces gens ne savent souvent même pas épeler le nom de la maladie dont ils souffrent. Ils ne savent donc pas ce qu'ils signent.
Personne ne sait précisément combien de milliers d'Indiens sont enrôlés dans les études cliniques. Le milieu de la recherche médicale cultive le secret. De temps à autre, une affaire ou un scandale éclate, et il arrive aussi que des patients décident de briser le silence. La famille Koudou, 2 enfants et une grand-mère, appartient à la classe moyenne inférieure. Le père mécanicien gagne de quoi vivre très modestement. L'équilibre familial est donc ébranlé lorsque Ina tombe malade. On a remarqué qu'elle avait une boule dans le cou et on l'a emmenée chez un médecin. Il lui a donné un médicament, puis il a fait une biopsie et a diagnostiqué un cancer. Il nous a conseillé de faire des examens approfondis, mais à l'hôpital public, il ne pouvait rien faire. On a donc dû aller dans un hôpital privé. Ça vous a posé un problème financier d'avoir une fille malade du cancer? Oui, le traitement était très coûteux. Et ça nous a beaucoup inquiétés, pour notre fille et pour notre budget. Par chance, l'hôpital privé propose un traitement à prix réduit aux parents de Ina, mais sans leur dire que leur fille allait participer à une étude clinique qui portait, semble-t-il, sur l'effet combiné de la chimio et de la radiothérapie. Dans cet hôpital privé, ils ont fait d'autres analyses et ils ont confirmé que c'était un cancer de la lymphe. Ils nous ont dit qu'il fallait faire une chimiothérapie et ils ont commencé le traitement. Ça l'a rendue très faible et elle est restée couchée pendant toute la journée. C'était un traitement très dur. Est-ce que vous connaissiez le nom du traitement et des médicaments? Non. Est-ce que vous avez signé un formulaire de consentement? Oui, nous l'avons signé. Mais demandez-leur s'ils ont vraiment compris. Connaissiez-vous le genre de traitement qui était proposé? Non. Ils n'ont pas reçu d'informations? Demandez-leur. Avez-vous été informé sur la durée et le genre d'études cliniques qui étaient menées? Est-ce qu'on vous a expliqué la nature des tests? Non, on ne nous a rien dit. Je ne savais pas que c'était un test clinique. Je croyais que c'était un traitement. J'aurais vraiment voulu être informé. Dans un des beaux quartiers résidentiels de Delhi, c'est l'heure du breakfast chez le docteur Chopra. Oncologue très réputé, il partage son temps entre ses nombreuses consultations et les études cliniques qu'il mène pour de grandes sociétés pharmaceutiques, principalement suisses. Je travaille avec quelques sociétés pharmaceutiques suisses. Je suis dans le conseil de direction de la filiale indienne de Roche, où j'ai été nommé par le gouvernement, et je fais aussi partie du conseil de Novartis. Actuellement, je m'occupe personnellement de 6 études cliniques internationales. Le développement des essais cliniques a fait apparaître une nouvelle couche de médecins, orientés vers le business et liés aux divers hôpitaux privés qui se multiplient en Inde. Le docteur Chopra, lui, collabore avec la chaîne d'hôpitaux de luxe Apollo. Acteur important de l'industrie des tests cliniques, il a l'habitude de vanter à ses partenaires occidentaux les 3 grands atouts de la réserve d'Indiens. Premièrement, nous avons une population immense. Deuxièmement, cette population est naïve, c'est-à-dire vierge de tout traitement. Et troisièmement, les tests cliniques ici sont moins chers.
Alors, grâce à ces trois atouts, l'Inde est un pays idéal pour faire des tests médicaux. Avoir des patients naïfs, c'est vraiment un avantage pour les multinationales de la pharmacie? Oui, c'est un avantage, car ils ont des patients qui sont traités pour la première fois. Des patients qui n'ont jamais eu de médicaments auparavant. Quand un nouveau médicament est expérimenté en Occident, le coût des tests, les frais des essais cliniques sont énormes. En Inde, mener des tests cliniques, ça coûte une fraction du prix. Peut-être un cinquième, un dixième ou même un vingtième de ce que ça peut coûter en Occident. En Occident, on est sensible aux bonnes conditions financières offertes par l'Inde, la Chine ou le Brésil. Roche, le géant bâlois de la pharmacie, a déjà délocalisé un tiers de ses essais cliniques dans des pays de l'Est ou du Sud. Là où on trouve du personnel médical bon marché et un grand réservoir de patients. Le coût, bien sûr, ça joue un rôle, mais ce n'est pas primordial. Globaliser, c'est l'accès aux malades. Ça, c'est la raison principale. Dans certaines pathologies, c'est important d'avoir des malades qui n'ont jamais été traités, puisqu'ils ont une réponse différente que si on a un malade qui a déjà eu de différents types de traitements. C'est une chance pour le malade, puisqu'il a accès à un médicament qui est innovateur. Mais de l'autre côté, pour nous, ça nous permet d'avoir accès à des malades qu'on ne trouve plus chez nous. Puisque heureusement, le système médical il est tellement développé que les malades, quand ils développent une pathologie, ils reçoivent un traitement. Donc des gens qui aujourd'hui sont en voie de disparition en Europe ou aux États-Unis. Exactement, oui. Alors dites-moi, vous avez chez Roche des règles très strictes de bonnes pratiques médicales, conformément à tous les traités et les règlements internationaux. C'est des règles très strictes. Est-ce que vous arrivez vraiment à les faire appliquer dans certains pays, je dirais, plus fragiles, plus pauvres, qui n'ont pas une culture légale aussi importante que la nôtre? On a un seul standard qui est global et on veille sur ça de façon très, très précise. Il y a tout un réseau de qualité. Ça commence par le choix des cliniques. On ne choisit pas, on ne prend pas une clinique si on n'est pas sûr qu'ils peuvent travailler selon les critères qu'on exige. À Delhi, Roche travaille notamment avec l'hôpital privé où opère le docteur Chopra, un hôpital qui dispose de sa propre commission d'éthique. Nous avons une commission d'éthique interne à l'hôpital. Elle regroupe des spécialistes, mais aussi des gens d'autres horizons, des délégués de l'État et des milieux religieux, de façon à être vraiment représentative. Le problème principal en Inde, c'est certainement la formation dans le domaine de l'éthique. Je viens du secteur médical, je suis médecin, et quand j'ai fait mes études dans les années 70, je n'ai pas eu un seul cours d'éthique pendant tout mon cursus. Aujourd'hui en Inde, il n'y a toujours pas d'enseignement de l'éthique pour les futurs médecins. Les universités ne proposent aucun cours. Donc les gens qui font partie de ces comités d'éthique ne savent pas vraiment ce que signifie l'éthique. Responsable de la seule grande revue d'éthique médicale indienne, Amar Jesani a été membre de plusieurs commissions d'éthique. Il connaît donc bien les limites de leur indépendance. Les commissions d'éthique sont indépendantes dans le sens où elles sont inexistantes. Elles servent seulement de caution pour les établissements qui les emploient. Elles ne rendent de compte à personne. D'après le Conseil indien de la recherche médicale nommé par le gouvernement, il y a seulement 30 comités d'éthique qui fonctionnent réellement en Inde. Tous les autres ne produisent rien d'autre que de la paperasse. J'ai été moi-même membre d'un comité d'éthique et je peux vous dire comment ça fonctionne. Ces comités d'éthique sont totalement inefficaces, incapables et ils ne contrôlent rien. Il y a actuellement un changement dans la formation
Et je suis sûr que dans quelques années, les comités d'éthique indiens seront aussi efficaces que ceux de l'Occident. C'est une question de temps. Il y a de plus en plus, et on voit une amélioration dans la qualité, dans les procédures, mais aussi dans la façon de travailler. J'ai visité beaucoup aussi les Indes et la Chine, j'ai fait des audits moi-même, et là, il y a beaucoup de chercheurs qui ont l'ambition de bien travailler. Donc c'est aussi un peu une vision un peu occidentale qu'on pense que si c'est en Asie, c'est pas bien fait. Je pense que le vrai enjeu pour eux, c'est le business, et non pas la science ou la santé de la population indienne. Le développement de ce business repose avant tout sur les médecins. Ce sont eux qui persuadent leurs patients de participer aux tests. Pour les convaincre, l'argument financier est le plus efficace. L'hospitalisation, les traitements coûteux ou innovateurs, tout ça peut être accessible si on participe à un test clinique. Il y a beaucoup de patients qui acceptent pour des raisons économiques, mais ce n'est pas la seule raison. Seuls 3% des Indiens sont couverts par une assurance maladie. Tous les autres payent leurs frais médicaux de leur poche quand ils le peuvent. Et quand on sait qu'une seule dose d'un anticancéreux coûte l'équivalent du salaire mensuel d'une infirmière, on peut se demander si la fameuse règle du consentement éclairé est vraiment applicable. On a le même problème chez nous. Si on a des maladies qui sont très graves, on a plus de traitements. Alors, entrer dans un essai clinique, c'est la dernière des possibilités pour pouvoir avoir des soins qui sont adéquats. Donc, le problème, il est un peu le même chez nous. Oui, mais ça peut être une question de vie ou de mort dans certains pays. Oui, mais aussi chez nous. Et il ne faut pas oublier que dans des pays très développés comme les États-Unis, on a très souvent le même problème. Il y a toute une population qui est exclue des soins médicaux. On peut faire des études cliniques, je ne suis pas contre. Je suis moi-même un scientifique et un chercheur. Nous sommes pour la science, mais il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. À quoi sert la recherche si elle ne profite pas à long terme aux gens de ce pays? Au terme de tous ces essais cliniques, y a-t-il une garantie que le médicament sera disponible pour la population indienne? On ne peut pas résoudre les problèmes du monde entier. On peut faire ce qui peut aider quand on a une certaine responsabilité, donc jusqu'à ce que la mise à disposition à tous les malades dans ce pays, mais on ne peut pas résoudre les problèmes d'un système médical d'un pays qui est tellement vaste comme les Indes. Pour l'instant, le développement du système de santé indien se limite au secteur privé. Le groupe Apollo vient d'ouvrir son 47e hôpital 5 étoiles. Il offre des prestations propres en ordre, comparables aux standards occidentaux. Seule différence, le prix, entre 3 et 5 fois plus bas qu'en Europe. La clientèle étrangère occupe déjà un quart des lits. Mais Apollo compte attirer beaucoup d'autres touristes de la médecine. Il a passé un accord avec le gouvernement britannique qui exporte déjà certains de ses malades en Inde. Et grâce à la recherche clinique, Apollo se taille une bonne réputation scientifique pour appâter les riches patients étrangers. Le tourisme médical est un secteur très prometteur. Dans le sud de Delhi, un groupe australien bâtit Medicity, un vaste complexe hospitalier et hôtelier à 250 millions de dollars. Loin de Delhi et des cliniques privées, le Bihar, un des États les plus pauvres de l'Inde. Ici, très peu de moyens sont investis pour lutter contre les maladies tropicales qui déciment la population locale. Pour essayer de pallier ce manque, une ONG internationale fondée par Bernard Pécoul mène des recherches cliniques dans le but de développer des nouveaux traitements contre les maladies négligées. Une délégation de cette ONG, connue sous le sigle de DNDi, est en route pour Muzaffarpur, où sont testés des nouveaux médicaments contre la fièvre noire, une terrible maladie parasitaire.
On a affaire à une maladie qui est répandue dans le monde, qui est une maladie qui tue, donc une maladie qui a un impact important sur le plan de la santé publique, mais je voudrais dire que c'est une maladie qui touche les pauvres parmi les pauvres. Donc en fait des gens qui sont alors là totalement en dehors du marché. On ne peut pas parler d'un minimum de marché qui pourrait attirer, parce que c'est le cas pour un certain nombre de maladies. Là on est complètement en dehors du marché pharmaceutique. Sur 1900 nouveaux traitements, médicaments qui ont été découverts dans une période de 30 ans, seulement 1% étaient des médicaments qui présentent un intérêt pour ces maladies négligées, ces maladies tropicales en général, qui pourtant représentent sur le plan morbidité 12% du total du nombre de cas et de décès dans le monde. Une cinquantaine de volontaires atteints par la fièvre noire participent aux tests cliniques. L'objectif final est de mettre au point un médicament simple et bon marché. Pour la plupart analphabètes, les participants ont été informés à l'aide de graphiques sur les tests qui sont supervisés par une commission d'éthique suisse. Les règles ont été respectées, mais pour Bernard Pécoul, le plus important, c'est la finalité de la recherche. C'est ça la question éthique centrale, c'est qu'une étude correctement menée dans des conditions qui sont bonnes, puisque ici on visite un centre qui a des bonnes conditions, qui est très propre, avec un personnel bien formé, etc., permettra de mettre par la suite un traitement à disposition d'un grand nombre dans des conditions plus difficiles. Les Indiens sont au départ de notre projet et ils doivent être à l'arrivée. C'est-à-dire qu'ils sont au départ, c'est parce qu'on a identifié des besoins extrêmement sérieux dans cette population-là. Donc le point de départ, c'est des gens comme Shyam Standard qui ont accepté d'être les porte-parole de ces gens-là, hein, parce que c'est un professeur, c'est un scientifique, mais c'est aussi un témoin extraordinaire, parce que c'est lui qui nous a raconté les difficultés qu'il y avait à prendre en charge des milliers de cas. C'est le point de départ de notre projet, de notre idée de DNDi. Et le point d'arrivée, ça sera de mettre les résultats des études à disposition des gens. Si on n'arrive pas à le mettre à disposition, on n'aura pas réussi notre projet. Je suis né ici, dans cette ville de Muzaffarpur, où il y a un taux très élevé de patients atteints de la fièvre noire. Quand j'ai terminé mes études de médecine, je voulais me spécialiser en cardiologie. Mais j'ai pensé que je servirais mieux mon pays en agissant contre cette maladie qui tue. J'ai décidé de me consacrer à la fièvre noire. La fièvre noire rôde principalement dans les villages les plus pauvres, là où les gens ont à peine de quoi survivre. Les gens ici n'ont même pas de quoi manger. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis allé dans un village où il y avait un garçon vraiment très malade. J'ai demandé aux parents pourquoi ils ne l'emmenaient pas à l'hôpital, où il pourrait recevoir des soins gratuits. Ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer le transport. Je leur ai donné l'équivalent d'$1 pour le bus. Lorsque je suis revenu, j'ai demandé pourquoi ils n'étaient pas allés à l'hôpital. Ils m'ont dit que le garçon était mort parce qu'ils avaient utilisé l'argent pour manger. Voilà la situation ici. C'est tellement triste.
Il y a bien un marché, mais il n'est pas rentable. Les gens sont si pauvres qu'il n'y a aucun profit à faire avec eux. L'industrie préfère développer des médicaments contre le diabète ou l'hypertension parce que ça rapporte. Mais pour une maladie négligée comme la fièvre noire, ça n'intéresse personne. Que les gens en meurent, tout le monde s'en fiche. C'est pathétique. Aucun médicament n'a été développé à part l'antimonium découvert il y a 70 ans. Je me sens parfois très triste devant tant d'inégalités. C'est vraiment décourageant, écœurant. L'Inde est devenue un grand marché pour les essais cliniques. Mais vous voyez, ces tests se font pour des médicaments utilisés en Occident. Ces médicaments ne sont pas pour les gens pauvres de l'Inde. Dans l'époque actuelle, la solidarité, c'est un enjeu majeur. En plus, la recherche ne cesse de s'étendre, elle ne cesse d'une certaine façon de devenir de plus en plus risquée, d'intervenir de plus en plus profondément sur l'être humain. Donc c'est important que des malades ou que d'autres personnes participent à cette recherche de façon volontaire, en ayant conscience de participer au nom de la solidarité, au nom d'une vision de la société, de l'être ensemble dans la communauté humaine, et que ça, c'est une valeur. Cette vision-là, elle est centrale, parce que si on l'abandonne en médecine, cette recherche de la solidarité, cette recherche de la participation commune au développement d'une science pour les générations futures aussi, si on l'abandonne en médecine, où est-ce qu'elle restera? L'économie, c'est la vision de l'individu simplement économique, de sa capacité économique. C'est un des derniers endroits à la médecine où est produite une anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme, autre chose que simplement l'utilitarisme. Dans la globalisation, qui est une globalisation avant tout économique, il y a aussi une globalisation éthique. Et on ne peut pas accepter que les recherches se fassent là où il y a la plus grande faiblesse éthique. Tout ça, quand on dit cessons des valeurs différentes, une autre façon de concevoir les droits et l'éthique. Non, c'est une grande mascarade. C'est simplement que c'est des endroits où il n'y a pas une possibilité de résister parce que les standards de vie, les standards de soins sont extrêmement bas et les gens ont besoin de ce qu'on leur apporte avec la recherche.